Effectivement, là, je pense que tout le monde est fatigué. La journée a été dense. C'est pas le moment de faire de grands discours. Et je vais pas faire une synthèse parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je vais juste essayer de pointer cinq éléments, attirer votre attention sur cinq points, tout simplement. Juste avant, je rappelle que la question que je vous avais proposée ce matin, c'est-à-dire comment faire face ensemble, hein, je dis bien ensemble, à la déshumanisation de ces jeunes du monde dans nos sociétés mondialisées. Et tout ce qui a été dit aujourd'hui, on voit que les interventions ont porté tantôt sur les jeunes, on a évoqué leur problématique, tantôt sur les dispositifs, hein, et tantôt aussi sur les professionnels. Donc, c'est pour montrer à quel point c'est une question complexe. J'aimerais attirer l'attention sur 5 points, plus, si j'ai le temps, un sixième qui est un peu transversal. Mais ça va prendre 5 minutes, 1 minute par point. Ne vous inquiétez pas. Le premier point qui concerne la question de migrants, non-migrants. Donc là, avec les cas, vous avez vu, on s'est rendu compte à quel point cette différence entre migrants et non-migrants, elle est désuète en termes de problématiques. Tous ces jeunes sont traversés par des traumas extrêmes, des traumatismes intentionnels, des traumatismes non intentionnels qui s'imbriquent et puis qui viennent nous mettre en difficulté. Ce sont des jeunes qui sont déshumanisés, hein, donc qui sont en dehors de notre humanité commune. Et pourtant, ce sont des jeunes aussi qui, par la diversité de leur parcours, la diversité géographique, la diversité linguistique aussi, nous amènent des visions différentes du monde. Hein. C'est pas, on sait que la langue, c'est un outil de communication, et je vais revenir là-dessus, mais c'est aussi une vision du monde. Pour terminer ce premier point, vous allez voir, donc c'était 1 minute par point. Pour terminer ce premier point, j'attire votre attention sur une chose. Pourquoi on continue d'appeler les mineurs non accompagnés quand on commence à les accompagner? Je vous invite à vous poser cette question. C'est une question qui fait violence. Ils sont non accompagnés tant qu'ils ne sont pas pris en charge. Mais quand ils sont pris en charge, pourquoi on continue de les appeler comme tels? C'est ça aussi qui nous amène parfois à aller à l'encontre de ce pourquoi nous sommes payés. C'est pas que ça, mais c'est une violence que je remarque de temps en temps chez des professionnels parce que j'interviens beaucoup dans un certain nombre de structures justement qui prennent en charge ces jeunes que je préfère appeler des jeunes du monde. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est pour attirer l'attention sur la richesse aussi des exposés aujourd'hui. Le fait de ces regards croisés internationaux, donc on a vu justement à l'image de ces jeunes comment il y a une diversité justement qui peut venir de différents pays, de différentes langues, de différents accents aussi. Donc en tant que si on a des jeunes du monde, on a aussi des professionnels mondialisés dans le sens où on vient de plusieurs horizons géographiques, linguistiques, mais aussi de plusieurs horizons disciplinaires. Hein. Donc la question a été soulevée. On ne peut pas prendre en charge, on ne peut pas accompagner ces jeunes sans le concours de plusieurs disciplines, sans le concours de plusieurs visions du monde. Donc la question interculturelle, la question de l'interculturalité, elle est importante puisque ça nous permet de comprendre l'autre, d'aller dans son univers puisque tout est codé culturellement. Tout est codé culturellement. Il est temps de passer justement à une culture qui est très souvent pensée comme exotique, à une culture avec un grand C qui nous constitue tous. Hein. Il y a la culture avec un grand C et puis il y a des spécificités culturelles qui participent de la diversité du monde. C'était le deuxième point. Le troisième point, en 1 minute aussi, c'est ce qui concerne la question de la demande. Cette question a été évoquée, ces jeunes sont non demandeurs. Je ne suis pas du tout de cet avis. Je pense que ces jeunes demandent. Tout dépend de comment on les considère. Est-ce qu'on les considère comme migrants étrangers ou est-ce qu'on les considère comme des enfants ou des adolescents? Vous savez, un enfant, un adolescent ne demande pas à aller voir le psy, ne demande pas des soins comme un adulte. C'est pour cela il faut réfléchir un petit peu sur notre perception de ces jeunes. Si c'est des adolescents, ils ont d'autres façons de demander.
Si en plus c'est des adolescents qui sont traumatisés, vous savez que le trauma, ça sidère. Le trauma, ça bloque la parole. On a montré tout à l'heure un jeune qui est couché sur une voiture, etc. C'est une façon de demander. C'est une façon de demander. C'est une façon de nous interpeller. Je pense que la demande de ces jeunes est implicite. Bon, nous sommes habitués, en tant que psychologue clinicien, à aller chercher la demande. La demande n'est pas toujours explicite. Un jeune qui passe à l'acte, c'est un jeune qui demande. Un jeune qui se prostitue, c'est un jeune qui demande. Il demande implicitement. Alors, c'est à nous autres professionnels, au niveau des formations, pour décortiquer cette demande-là. Et je pense que, et je rappelle un petit peu ce que j'ai dit ce matin, ces jeunes refusent la déshumanisation. Donc, ça nous oblige justement à développer des stratégies pour nous mettre à l'écoute de ces jeunes, pour comprendre leurs demandes, parce que tous ces jeunes-là sont en demande d'humanité, sont en demande de considération. Je pense que si vous prenez le temps de décortiquer chaque cas qui pose problème, vous allez forcément voir à un moment ou à un autre l'émergence d'une demande qui peut-être n'a pas été prise en compte parce que ces jeunes, effectivement, ils sont difficiles. Quand ils passent à l'acte, le côté spectaculaire de leur passage à l'acte nous empêche justement de voir la demande. Et à ce sujet, ces jeunes ont été victimes de passage à l'acte sur eux. Et très souvent, ils passent à l'acte en retour. Et très souvent, qu'est-ce que nous faisons dans nos institutions? Nous passons à l'acte aussi. C'est pas une critique, c'est juste un constat. C'est juste un constat. Et seulement après, nous prenons le temps, nous essayons de prendre le temps après coup de réfléchir. Je pense que c'est important de prendre ce temps-là en amont, pour nous demander quelle est notre mission et comment on peut faire. C'est ça qui a été dit aujourd'hui. Donc, je voulais juste le rappeler. Quatrième point, prendre en compte les pôles victimes et délinquants en même temps. En même temps. Tout au long de la journée, on a beaucoup parlé de délinquance. On a parlé aussi des victimes. Hein. On a beaucoup grossi le pôle délinquant. Mais j'ai envie de dire que quand un jeune passe à l'acte, il est auteur de l'acte, mais il est aussi victime de l'acte commis. Il est victime de l'acte subi, il est aussi victime de l'acte commis. Si on se met dans la perspective de cette recherche de frayage, hein, que ce jeune cherche à donner à ses traumas. Hein. Je disais tout à l'heure, en fait, j'avais évoqué ce matin l'idée de la répétition, c'est-à-dire qu'on subit quelque chose, il n'y a pas d'auteurs qui ont été reconnus coupables, etc. On intériorise la culpabilité, et qu'est-ce qu'on fait avec une culpabilité inconsciente? Parce que c'est difficile de rester avec une culpabilité qui n'est pas la mienne, par exemple. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais, inconsciemment, bien sûr, passer à l'acte pour avoir une bonne raison de me sentir coupable. Et c'est le lot de beaucoup de ces jeunes que j'ai rencontrés en milieu carcéral, que j'ai rencontrés dans les structures de la protection de l'enfance. Et quand je dis jeunes, c'est à la fois migrants et non-migrants, des jeunes qui ont été victimes de traumas personnels, de traumas collectifs, de traumas intentionnels et de traumas non intentionnels. C'est important de prendre en compte en même temps les pôles victimes et délinquants. Et ça m'amène au cinquième point. Quelles que soient nos casquettes professionnelles, on est avocat, on est psychologue, on est éducateur, etc., on est policier, tout ce qu'on veut. Quelles que soient nos casquettes institutionnelles, on est la protection de l'enfance, on est PJJ, on est tout ce qu'on veut, on est l'école. Ces jeunes nous voient avant tout comme des adultes. Comme des adultes, ces jeunes qui ont subi ce que j'ai appelé tout à l'heure une filiation traumatique parce qu'ils ont une difficulté à se relier à eux-mêmes, une difficulté à se relier à l'humanité parce qu'ils ont été coupés justement de cette humanité-là par les violences subies. Ces jeunes, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent des figures parentales chez nous. Donc là, et je vois, je travaille beaucoup avec des professionnels qui sont justement exposés à une demande affective très très forte de la part de ces jeunes. Bien entendu, pour se laisser investir par ces jeunes, il faut commencer par se demander si ce sont des migrants ou si ce sont des adolescents. Il faut commencer par se demander qu'est-ce qui constitue le référentiel
pour nous de l'affiliation? Est-ce que c'est la couleur de peau? Est-ce que c'est l'accent? Est-ce que c'est l'origine géographique? Si on met tous ces référentiels erronés de côté et qu'on prend pour référentiel l'humanité, et là, le travail devient beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile. Et ça, c'est un travail vraiment majeur que nous devons faire. Bien entendu, nous avons des professions différentes. Il faut articuler tout ça de notre point de vue. Parce qu'il y a le point de vue du jeune que nous considérons comme des figures parentales. Et puis, à notre point de vue aussi, nous autres, comment nous allons faire pour articuler nos pratiques? La police, la justice, la santé, la protection de l'enfance, l'école, tout. Vous voyez que quand ce matin j'ai parlé, je disais que cette adhésion dépend aussi de la perception interculturelle, interinstitutionnelle et interpersonnelle de la maltraitance, de toutes ces notions qui ont été évoquées aujourd'hui. C'est de ça que je voulais parler. Donc, le défi, il est énorme. Le dernier point. Là, j'ai évoqué 5 points. Mais là, un dernier point transversal. On a beaucoup parlé de la traite des êtres humains aujourd'hui. J'ai envie d'attirer l'attention sur 2 autres traites. C'est la traite arabo-musulmane et la traite atlantique aussi. Et nous inviter à nous poser cette question ensemble, de quoi la question de l'héritage identitaire. Nous mettons l'accent sur le traumatisme vécu par ces jeunes. Ce matin, j'ai parlé aussi du traumatisme vicariant, le traumatisme que vivent les professionnels. J'ai envie de vous inviter justement à réfléchir sur le traumatisme des sociétés d'accueil. Le traumatisme des sociétés d'accueil. C'est dans une vision globale, dans une vision d'ensemble, à mon avis, que nous allons tenter justement de faire avancer ce problème qui existe depuis très longtemps, depuis de nombreuses années. On voit tout le temps, on répète les mêmes on répète le traumatisme. Donc, mettre l'accent sur la question du traumatisme des migrants, des mineurs non accompagnés, que je vous propose d'appeler plutôt des jeunes du monde, des adolescents du monde, parce que leur filiation, c'est pas que la famille, l'institution, mais c'est le monde tel qu'il est en train de changer sous nos yeux, parce que ces jeunes, avec les réseaux sociaux, vous voyez comment ces jeunes ont un horizon relationnel beaucoup plus grand pour construire leur identité. Et nous inviter aussi à mettre au travail tout l'héritage que nous avons en face de nous aujourd'hui au XXIe siècle. Voilà, autrement dit, nous mobiliser pour soigner ces jeunes du monde, mais aussi et en même temps nous mobiliser pour soigner les traumatismes de la société d'accueil. Je vous remercie.